As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion.
Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages.
On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires, un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme? Et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Téti-Nebefou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Téti-Nebefou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Téti-Nebefou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes.
On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pince, fil de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Imaginez que vous ayez été choisi pour répondre à l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Quelle a été la première civilisation sur Terre? La description du poste est simple, mais la tâche est extrêmement difficile. Vous devez déterrer la preuve de la première civilisation officielle du monde. Étaient-ce les Sumériens en ancienne Mésopotamie? Ou étaient-ce les anciens Égyptiens répartis le long du Nil? Sans vouloir vous mettre la pression, l'histoire est littéralement entre vos mains. Bonne chance! Puisque vous ne pouvez pas remonter le temps et visiter l'ancienne Mésopotamie pour obtenir les réponses à vos questions, vous devrez rechercher dans les bases de données des musées afin d'obtenir quelques indices. Avant toute chose, nous avons besoin d'une définition de ce qui est considéré comme une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes regroupées et vivant harmonieusement.
Il y a certains éléments clés qui, ensemble, font d'un groupe de personnes une civilisation, comme par exemple le domaine de l'urbanisme, autrement dit, la construction de villes, les systèmes d'irrigation et l'écriture. Vous décidez de commencer votre recherche en plongeant profondément dans l'histoire des Sumériens, qui occupent aujourd'hui la position de première civilisation du monde. Maintenant, imaginez être le premier de votre espèce. Cela signifie ne pas avoir d'exemples externes. Cela signifie plutôt partir de zéro. Première chose dont vous aurez besoin, un lopin de terre. Et comme il n'y avait pas de compagnie des eaux actives à cette époque, vous aurez besoin d'un terrain avec un accès facile à l'eau. Donc, les Sumériens se sont installés entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre, dans le sud de la Mésopotamie vers 5000 avant notre ère. Fait amusant, la Mésopotamie se traduit par « la terre entre deux fleuves ». Sur une carte moderne, c'est à peu près là où se trouve l'Irak aujourd'hui. En plus de la terre, une civilisation a besoin de moyens pour obtenir de la nourriture. La civilisation sumérienne a dû faire face à un climat sec et chaud, mais ils ont réussi à faire prospérer l'agriculture dans la région. En détournant les eaux des rivières et en créant des réservoirs et des barrages, les Sumériens ont permis à une série de colonies d'émerger à travers les plaines de Mésopotamie. La célèbre ville de Babylone en faisait partie. Vous savez, la ville qui aurait eu ses jardins suspendus? Je dis supposément parce qu'aucune preuve définitive de l'existence réelle de ce monument n'a été trouvée. Cependant, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique et cité comme un exploit remarquable d'ingénierie dans un livre ancien publié vers 290 avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune trace des jardins de Babylone n'ait été trouvée, les Sumériens étaient reconnus comme des bâtisseurs extrêmement habiles. Leur ville était remplie de constructions en briques de boue, et les plus impressionnantes étaient connues sous le nom de ziggourats, des pyramides à degrés construites à des fins spirituelles. Les Sumériens ont construit un réseau commercial pour compléter les ressources rares et ont commencé à échanger des marchandises avec des civilisations émergentes à proximité, comme l'Anatolie et l'Égypte. Le début du commerce a poussé les Sumériens à développer ce que l'on croit être le premier système d'écriture au monde. Il a commencé comme un système simple, datant probablement de 3400 avant notre ère. Dans ce système, chaque syllabe était représentée par un dessin. Par la suite, il a progressivement évolué en un système d'écriture cursive totalement développé. Ne me crois-tu pas? Jette un œil à cette pièce de l'époque babylonienne. Cette immense plaque de basalte est appelée le Code de Hammurabi. Elle est reconnue comme la première collection de lois écrites de l'humanité. Selon l'histoire, elle a été gravée dans la pierre volcanique vers l'an 1760 avant notre ère. Regarde la précision de ces gravures. C'est assez stupéfiant. Mais le contenu est également surprenant puisque ces 282 règles varient des réglementations commerciales aux lois strictes de la justice. Le fait est que les historiens n'ont pas de consensus sur la question de savoir si les Sumériens ont réellement été les premiers à inventer l'écriture. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des anciens Égyptiens. Arrêtons-nous ici. On pense que les établissements de l'Égypte ancienne ont commencé autour de l'an 5500 avant notre ère, ce qui est antérieur à la civilisation sumérienne. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'une civilisation avait besoin de quelques éléments avant d'être considérée comme telle. L'Égypte ancienne était composée de plusieurs petites cités-États, telles que Memphis, Abydos et Thèbes, disséminées le long du fleuve Nil. Ce n'est qu'en 3000 avant notre ère que l'Égypte fut unifiée sous un seul royaume et dura comme un empire jusqu'à près de 1000 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet, certains experts en égyptologie estiment que ce pourrait être des immigrants sumériens qui ont fondé les premiers établissements égyptiens. La preuve pourrait être la présence de sceaux cylindriques en pierre dure, un objet largement utilisé en Sumer. Ces sceaux servaient à garantir l'authenticité des transactions légales. Mais il est difficile de déterminer si cette méthode a été introduite par des immigrants sumériens ou simplement par le commerce. Étant donné que la période de temps n'est pas l'un des critères que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est venu en premier, nous devrons nous tourner vers autre chose. Mais quoi? Comme les Sumériens, les Égyptiens étaient également des constructeurs hautement qualifiés. Évidemment, ils ont construit les célèbres pyramides de Gizeh et bien d'autres sur tout leur territoire. Pour améliorer leur technique de construction, ils se sont immergés dans le développement d'une compréhension plus approfondie des mathématiques. Ils ont développé une nouvelle forme de mesure, appelée le coudé, qui était l'équivalent de la longueur d'un bras. La Grande Pyramide, par exemple, mesure 440 coudées sur 440 coudées.
Ils étaient également des astronomes innovants, combinant leurs compétences mathématiques avec une observation astronomique attentive. Ils furent la première civilisation à utiliser une division du jour en 24 heures. Et ils ont même créé un calendrier solaire, qui fut le premier système de datation de l'histoire à comporter 365 jours dans une année. D'accord, il est indéniable à quel point ils étaient impressionnants. Mais certains experts disent que le différend doit être réglé par la comparaison de leur système d'écriture. L'écriture hiéroglyphique, le premier style d'écriture égyptien, remonterait à 3000 avant notre ère. C'était une composition de plus de 700 symboles qui étaient gravés dans la pierre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'écriture sumérienne était antérieure à l'égyptienne. Mais une découverte récente faite par des chercheurs de Yale prétend le contraire. Des archéologues ont découvert un panneau de 4 signes qui aurait été écrit vers 3250 avant Jésus-Christ. Oh, et ils ont également trouvé un autre dessin sur roche représentant un éléphant enceinte qui pourrait dater de 4000 avant Jésus-Christ. Maintenant, il existe également une troisième possibilité que moins de gens semblent mentionner, la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de l'Inde antique. Située autour de la région de l'actuel Pakistan et de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus est également un prétendant au titre de plus ancienne civilisation, en raison de l'origine historique incertaine de la collection de textes hindous, connue sous le nom des Upanishads. La civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré autour de 3000 avant notre ère. Mais les archives montrent que les habitants de la vallée de l'Indus commerçaient avec les Mésopotamiens dès 3500 avant notre ère. Attendez une minute, comment est-ce possible? Non, ils n'étaient pas des voyageurs temporels. Ce n'est pas un film de science-fiction. Il y avait déjà des établissements agricoles dans la région qui se développaient lentement en grandes villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro. Les anciennes villes indiennes étaient sophistiquées, remplies de maisons en briques cuites, construites selon un système de grilles. Ces villes anciennes possédaient même des systèmes de drainage et d'égouts qui reliaient la plupart des maisons et utilisèrent la gravité pour évacuer les déchets hors de la ville. Elles étaient vraiment avancées. Ils étaient également une civilisation extrêmement religieuse, et les croyances hindoues étaient au cœur de leurs pratiques. Malgré cela, leur ville n'était pas remplie de bâtiments spirituels. En réalité, le bâtiment le plus important de Mohenjo-Daro était un bain public. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas savoir s'ils étaient la plus ancienne civilisation sur Terre? Même si certains historiens soupçonnent que les origines des habitants de la vallée de l'Indus peuvent remonter à 5000 avant notre ère, il n'y a aucune preuve concrète de cela, seulement des spéculations. La meilleure preuve que nous ayons sont les Upanishads. Les Upanishads sont des textes remplis de philosophie, de mantras et de cérémonies. Le fait est qu'une partie des pratiques hindoues consistait à mémoriser et à transmettre la sagesse des Upanishads sous forme orale. Ainsi, il a fallu un certain temps avant qu'elles n'apparaissent sous forme écrite. Eh bien, je dirais que les historiens ne sont pas vraiment sûrs de quelle était la première civilisation du monde. Nous ne pouvons que deviner à ce stade, mais qui sait quelle nouvelle découverte pourrait révéler. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes,
Cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte.
Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Aï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Aï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Aï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Aï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique. Et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partageaient de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la deuxième femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis.
Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau.
Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque? Merci. Vous remarquez ces trous? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant. Cela semble logique, n'est-ce pas? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas. D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg, portant le poids total du masque à 10 kg. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore, et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère,
probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisaient partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme. De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour, il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de 2 portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau ? Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait. Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement.
Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII. Mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante » sans rapport avec le sexe de cette dernière. Peut-être n'est-ce qu'une belle légende après tout. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les deux sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symbole des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles.
Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'Étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures,
Ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain.
Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques. L'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant, Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle.
Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la chambre du roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple,
ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmosis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine.
une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kg, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne.
Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte.
Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu.
Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour.